On commence tout de suite ce Lex Inside. On va parler fraude fiscale. Quelle utilisation de l'intelligence artificielle avec mon invité Xenia Legendre, associée au sein du cabinet Hogan Lovells. Xenia Legendre, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors l'évasion fiscale coûte entre 80 et 100 milliards d'euros à l'État. Depuis quelques années, une dizaine d'années à peu près, l'État utilise l'intelligence artificielle pour les contrôles fiscaux. On va voir ensemble de quelle manière. Tout d'abord, comment l'intelligence artificielle est-elle utilisée par l'administration fiscale? Alors effectivement, le sujet est super intéressant parce que dans le contexte actuel de la disette budgétaire, on va dire, et du fait que la France a déjà le niveau des prélèvements le plus élevé en Europe, la lutte contre la fraude fiscale se présente comme un outil budgétaire très puissant. Vous avez mentionné le chiffre de 80 à 100, et certains disent 120 milliards de fraude fiscale. Il se trouve que en fait, ce n'est pas vraiment mesuré en France. Donc on ne sait pas quel est le vrai montant. Mais si effectivement on parle de 80 milliards, ne serait-ce que même de 50 milliards, j'ai envie de dire, c'est très exactement le trou dans le budget qu'il faut combler. Et donc ça se présente effectivement comme un outil très intéressant. Et bien évidemment, la lutte contre la fraude fiscale, c'est également très important pour ce qu'on appelle le consentement à l'impôt, pour la cohésion sociale Bien sûr. et bien évidemment pour l'efficacité du budget. L'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? C'est un outil de contrôle fiscal qui est apparu il y a une dizaine d'années et qui effectivement présente des capacités de la détection, on va dire, des comportements qui sont en rupture avec la norme, on va dire. Et bien évidemment, tout le monde se rue dessus en se disant qu'il y a là-dedans un très beau gisement de l'efficacité du contrôle fiscal. Ceci étant dit, quand on regarde les statistiques, le résultat des contrôles fiscaux sont à peu près de 15 milliards de recouvrement. C'est un chiffre stable depuis déjà une bonne quinzaine d'années. On tourne toujours autour de 15 milliards. L'intelligence artificielle est utilisée depuis, on va dire, 5-6 ans. Et elle représente à peu près 2 milliards sur ces 15 milliards. Donc il y a 15% qui sont dus directement à l'intelligence artificielle. Donc il y a quand même encore énormément de travail qui est fait par les agents inspecteurs sans vraiment se servir de l'intelligence artificielle. D'accord. Sachant que l'intelligence artificielle, ce qu'elle apporte, c'est surtout des orientations pour la programmation des contrôles fiscaux. C'est-à-dire qu'elle est vraiment très en amont, où elle permet de détecter des comportements déviants, bizarres, on va dire, tout d'un coup des ruptures des comportements normaux, et qui du coup doivent alerter les agents, les inspecteurs, et les inciter à venir faire des contrôles. Concrètement, quels sont les avantages de l'intelligence artificielle? Alors, quels sont les avantages de l'intelligence artificielle? C'est bien évidemment la possibilité de recouper des données. Parce que la DGFiP, donc la Direction générale des finances publiques, elle possède énormément de bases de données. Donc, premièrement, elle a accès, bien sûr, à FICOBA, donc la base des données bancaires. Ensuite, elle a ses propres déclarations fiscales que les gens font. Il y a les données du cadastre, il y a les données douanières, les données sociales. Donc, si elle peut recouper les données, c'est là qu'elle peut, en grande masse, voir justement les tendances et les déviations qui doivent alerter les agents et inciter les gens à aller voir ce qui se passe sur le terrain. Bon, l'exemple le plus dont tout le monde parle, bien évidemment, c'est l'exemple des piscines, où on a recoupé la base des données des déclarations cadastrales et les images de Google Maps qui montrent les piscines et que les gens n'ont pas déclaré. Voilà. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un taux d'échec, finalement un taux d'erreur plutôt, de l'intelligence artificielle assez important. Moi, j'avais vu de quel ordre? J'avais vu un chiffre de 80%. Ouais, c'est quand même conséquent. Et notamment si on prend par exemple ces histoires des bâtiments et des piscines, etc. Par exemple, une piscine qui est enterrée, elle est imposable, mais une piscine qui n'est pas enterrée n'est pas imposable. Mais l'image satellite ne voit pas forcément si elle est enterrée ou pas, la piscine. D'accord.
Pareil pour les bâtiments, par exemple, il y a des hangars agricoles qui sont exonérés, mais l'intelligence artificielle, elle va juste voir un bâtiment et donc elle va envoyer, enfin, elle va recouper et ça va inciter à un contrôle qui finalement va s'avérer inefficace. Donc c'est à prendre avec des pincettes, l'intelligence D'accord. artificielle. Quels sont les défis, les limites justement de l'intelligence artificielle? Vous venez en décrire certaines, est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, alors les limites sont de plusieurs ordres. Premièrement, c'est comme toute intelligence artificielle qui est basée sur la machine learning. On utilise un peu le passé, n'est-ce pas, pour entraîner les algorithmes. Or, les contribuables sont plus inventifs que... Bien sûr. Et bien évidemment, ils font autre chose, ils changent de comportement, ils suivent d'autres chemins. Et donc, ça, c'est un défi intrinsèque à l'intelligence artificielle qui ne fait que suivre, n'est-ce pas? Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième défi, il est d'ordre beaucoup plus sérieux, c'est le flicage. Bien évidemment. Et là-dessus, heureusement qu'on a la CNIL en France et la loi sur la protection des données qui existe depuis très longtemps et qui avait anticipé presque 30 ans en avance ce qui se passe aujourd'hui et qui empêche comment dire, de rentrer dans la vie privée des gens, qui empêche de violer leurs droits fondamentaux, notamment la liberté d'expression, la liberté des opinions politiques, religieuses, etc., etc. Donc c'est bien là le danger, c'est que finalement, le fisc a tendance à vouloir aller, par exemple, regarder ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Donc c'est très intrusif. C'est très intrusif, il va rentrer dans votre vie privée d'une manière très, très forte, certes pour chercher la fraude, mais on sait toujours qu'on commence par un petit bout avec des meilleures intentions et qu'in fine, va s'installer un régime de flicage et de tyrannie assez puissant. Donc heureusement, il y a des garde-fous. Il y a des garde-fous, c'est encadré, les données ne peuvent être utilisées que à fin de contrôle fiscal. En aucune manière, on ne peut garder les données qui se rapportent à des questions d'opinion, à des questions religieuses, des questions d'orientation sexuelle, etc., etc. Mais une des craintes, notamment exprimées par la CNIL, c'est que les gens, se sentant en insécurité, ils vont aussi commencer à se restreindre eux-mêmes sur les réseaux, sur leur liberté d'expression, etc. Parce qu'ils vont se dire, bon, pour l'instant, certes, c'est pas utilisé, mais qui sait ce qui va se passer, et puis j'ai pas envie que le fisc commence à savoir ce que je pense à tel ou tel sujet. Pour finir, quelles sont les perspectives d'évolution de ces techniques d'enquête, on va dire, à disposition de l'administration fiscale? Vous avez dit qu'il y a une marge de progression qui est importante. Comment vous imaginez ce développement de l'IA pour l'administration fiscale? Moi, je pense que c'est un outil très puissant. Il faut déjà savoir que presque 50% de contrôles aujourd'hui font suite au travail de l'intelligence artificielle. Donc ça va aller de plus en plus dans ce sens-là. Ceci étant dit, quand on regarde les chiffres, on voit qu'il n'y a que 15% finalement des redressements qui sont dus à cela. Donc on voit encore que sur des sujets très sophistiqués, c'est quand même encore l'humain qui compte le plus. Donc je pense que l'intelligence artificielle aussi joue un rôle préventif très fort, parce que quand on sait qu'on est regardé, on commence aussi éventuellement à moins frauder ou à faire autre chose. Donc ça aussi c'est très important. Donc c'est un impact sur le comportement des personnes. On va conclure là-dessus. Merci Xenia Legendre. Je rappelle que vous êtes associée au sein du cabinet Hogan Lovells. Merci beaucoup de m'avoir invité. Tout de suite, l'émission continue. On va parler de l'accident du travail survenu en télétravail.